Donc le docteur Lemoine, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un de très, très connu dans le domaine de la psychiatrie, mais plus que ça, bien sûr, puisqu'il est très souvent amené à parler sur les ondes et écrire des livres, donc peut-être certains d'entre vous ont lu. Il nous faisait l'honneur de venir pendant 24 heures sur Sainte et Saujon. Hier soir, on a une conférence médicale, et donc on a pensé que c'était une bonne occasion pour parler un petit peu de ce sujet, de l'anxiété, de la dépression, qui sont des sujets qui sont extrêmement d'actualité. Le seul petit problème, c'est que là, je ne sais pas comment faire pour passer la deuxième diapositive. Avec ça j'ai pas là. Ah, mais c'est là. Alors, donc on va parler du stress. Non, du stress, du sommeil, de la fatigue, de la dépression, guérir sans médicaments. C'est le titre, je crois, d'un de tes ouvrages, il me semble. Et c'est vrai que, comme vous le savez sans doute, à ce jour, on travaille beaucoup sur ces questions des thérapeutiques non médicamenteuses. C'est pour ça que cette thématique me paraissait très intéressante à présenter. Alors, le plan, moi je vous dirai quelques mots généraux, un peu d'aspect clinique. Je vous parlerai des benzodiazépines très rapidement parce que Patrick Lemoine en parlera beaucoup plus que moi. On parlera des thérapeutiques médicamenteuses et de la balnéothérapie, puisque c'est vraiment notre spécialité. Alors, les données générales, il faut savoir que les troubles mentaux dans la société d'aujourd'hui, d'après des enquêtes, notamment une enquête qui a été très importante, qui a été faite au début des années 2000, montre que 25% des personnes présentent des troubles mentaux au cours de leur vie. C'est sur la vie entière. C'est quand même considérable, un quart des personnes sur la vie entière. Donc ça veut dire à la fois que, malheureusement, sans doute beaucoup d'entre nous seront touchés, ou ont été déjà touchés par ces problèmes de santé mentale, mais ça veut dire aussi que finalement, ce n'est pas forcément très grave, puisque ça touche, quand ça touche beaucoup de monde, et ben ça veut dire que voilà, tout n'est pas forcément grave, bien évidemment, sinon ça serait... Ce qu'il faut vraiment tenir, c'est cette notion quand même d'une fréquence, je vais presque envie de dire d'une banalisation, qu'au cours de l'existence, dans la société d'aujourd'hui en tout cas, il y ait des troubles mentaux. En tout cas, qu'on appelle troubles mentaux, c'est un mot sévère, c'est un mot un peu douloureux, un peu pénible, et qui veut dire en fait des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des choses qui handicapent le sujet de manière plus que occasionnelle, bien évidemment. On va en parler un petit peu plus après. Donc 19% de troubles dépressifs, mais je parlerai de ces éléments un peu plus tard, donc je pense qu'on ne va pas trop rester sur cette diapositive. Ce qui est surtout important, ce qui est surtout important, c'est le chiffre. Aujourd'hui, de troisième cause de maladie mondiale, c'est beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant c'était cinquième, c'est passé quatrième il n'y a pas très longtemps, c'est troisième aujourd'hui, et 2030, ça sera première cause de maladie mondiale pour l'OMS, parce que l'OMS est formelle, la courbe est croissante, il y a de plus en plus de troubles liés aux aspects mentaux, psychiques. Il y a sans doute une corrélation avec le mode de vie, le changement considérable de notre société. Alors, si on regarde des chiffres plus précis, des enquêtes médicales, des études médicales, elles sont extrêmement précises. Bon, c'est un des documents que j'ai trouvé, il y en a beaucoup, donc les chiffres sont parfois contradictoires, ce n'est pas toujours exactement les mêmes chiffres. Mais ce qu'on retient de cette étude, c'est que 6% des personnes ont un trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire un trouble anxieux généralisé, c'est... Bon, j'en parle. Et plus généralement, trouble anxieux, vous verrez, c'est plus large que le trouble anxieux généralisé, qui est plus précis. Et 24% de dépression, là on retrouve les mêmes chiffres que l'OMS. Alors les données cliniques, je vais commencer par le trouble du sommeil, qui est, je dirais, le trouble le plus fréquent, le plus habituel, le plus permanent, même si, plus que trouble, il faudrait parler de plaintes. Très souvent, vous avez des plaintes de sommeil qui ne sont pas forcément des troubles du sommeil. Mais la plainte du sommeil peut être très gênante, parce que c'est surtout le degré de handicap que l'on ressent qui est important, plus parfois que la réalité du sommeil. Vous avez des gens qui dorment, on en parlera sans doute bien tout à l'heure, parce que c'est un grand domaine de compétences. Mais vous avez sans doute beaucoup de gens qui ont des plaintes du sommeil et qui finalement des troubles du sommeil qui finalement le vivent pas si mal que ça, et des gens qui ont un sommeil relativement normal, voire normal, et qui s'en plaignent beaucoup. Alors le vécu subjectif est parfois plus important que la véritable plainte, pas que le véritable trouble, excusez-moi. En tout cas, 30% des adultes, un tiers des gens, il est encore plus élevé pour la dépression, un tiers des gens se plaignent de troubles du sommeil. Et le problème du sommeil, c'est quand il devient chronique, si on ne le traite pas, si on ne s'en occupe pas, et que c'est un trouble qui devient gênant, eh bien, vous avez un risque important de troubles anxieux, dans un premier temps, et quand le trouble anxieux
risque de dépression. Il faut savoir que 80% des troubles anxieux chroniques, des gens qui restent anxieux très longtemps, mais anxieux gênant, hein, pas une anxiété occasionnelle comme on peut en ressentir tous les jours dans notre vie, régulièrement dans notre vie, eh bien cette anxiété chronique invalidante, quand elle se prolonge, quand elle n'est pas traitée sur une durée de 5 ans, 80% des anxieux chroniques font de la dépression. Enfin, feront une dépression dans les 5 ans. Donc c'est vraiment important de traiter ces états anxieux quand ils sont importants. Vous voyez cet enchaînement insomnie, anxiété, dépression, qui est malheureusement très souvent rencontré dans notre métier. Et puis il faut savoir, pour inverser le problème, que beaucoup de maladies mentales, psychiques, s'accompagnent de troubles du sommeil. C'est pratiquement tout le temps. 70% des anxieux, des dépressifs ont des troubles du sommeil. Donc vous voyez, si on inverse le problème, si on s'intéresse à la dépression, à l'anxiété, eh bien on s'aperçoit que le trouble du sommeil, c'est quelque chose de très très fréquent. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec Patrick de moi, mais je n'ai pas d'avis d'ailleurs, je n'ai fait que répéter ce que j'ai lu quelque part. La société semble induire une baisse de la quantité de sommeil. Alors, la répartition est peut-être effectivement différente d'avant. Aujourd'hui, il semblerait que les gens dorment moins la semaine, peut-être plus le week-end, ce qui rattraperait un peu cette baisse de 1h30 par nuit que l'on rencontre depuis à peu près 50 ans. Alors, on va parler de l'anxiété. Ce que je voudrais vous dire, qui est un moment très important, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose de parfaitement normal. C'est Claude Bernard qui disait que l'homme qui n'est pas anxieux ne peut pas vivre. Parce que l'anxiété est un moteur. C'est comme si on n'avait plus d'essence. L'anxiété, c'est notre moteur. Heureusement qu'on a ça. Ça nous permet de se lever le matin, de trouver un sens aux choses et d'avoir envie d'avancer. Parce que, quelque part, si on n'a pas d'angoisse, eh bien, on n'a plus de raison d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment une ambiguïté forte. C'est qu'un peu d'anxiété, c'est bon. Trop d'anxiété, c'est mauvais. Donc, c'est ce curseur qu'il faut toujours rechercher en soi et surtout évaluer quand on est médecin ou soignant. C'est donc un signal. À un moment donné, quand l'anxiété devient gênante, il faut repérer ça. Ça devient un signal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anxiété maladie? Eh bien, une anxiété maladie, c'est quand elle devient trop gênante, trop longtemps, et de manière permanente. Généralement, ce qu'on dit d'une anxiété maladie, c'est quand l'anxiété est chronique, c'est-à-dire qu'elle dure au moins 6 mois, qu'elle est gênante, c'est-à-dire qu'elle est handicapante, qu'elle va généralement jusqu'à interdire le travail, il doit rendre très compliqué. Et elle s'accompagne généralement d'au moins 4 des 6 symptômes suivants que je vais vous décrire. Une anxiété psychique, intellectuelle, mentale, une anxiété somatique, des douleurs, des tensions, des troubles de concentration, du mal à se concentrer sur le travail, sur une activité, de la fatigue dans la journée, une fatigue gênante, une fatigue anxieuse, que les anxieux décrivent effectivement très bien, de l'anxiété psychique, je l'ai dit. Du coup, je me perds un peu dans mes trucs là. Anxiété, de l'irritabilité, bien sûr. De l'irritabilité, c'est des sujets qui deviennent facilement nerveux, ils ont un trouble du caractère, ce qui n'arrange rien évidemment à vos relations avec autrui. Et puis, les troubles du sommeil. Quand vous avez 4 des 6 symptômes, vous avez cet état. Alors, on l'a un peu dit, donc l'anxiété, c'est l'inquiétude, l'anticipation vis-à-vis de perspectives. Et cette anticipation négative, anxieuse, inquiétante, elle est bien sûr sur des événements, des choses difficiles, un examen, des examens médicaux à venir, je sais pas moi, une réunion de travail importante, des problèmes avec un enfant qui passe son bac, je sais pas, n'importe quoi, c'est des choses qui sont légitimes. Et puis, parfois pour des choses très anodines. Et généralement, d'ailleurs, les sujets en ont conscience, ils se rendent bien compte qu'ils sont plus inquiets qu'avant sur des choses relativement bénignes. Et là, c'est un critère quand même de souffrance, d'anomalie. Même parfois des simples plaisirs, des choses comme un voyage, l'organisation d'un voyage, un loisir, quelque chose qu'on aimait faire avant, devient une source de préoccupation et une perte d'envie. Il y a cette incapacité à se détendre, et puis cette notion d'hypervigilance qu'on connaît bien, qui est très liée au tempérament anxieux. C'est vrai que l'anxieux est toujours un peu dans le contrôle, a besoin de maîtriser. Et plus on veut maîtriser, plus on se fatigue, moins on dort bien, plus on a du mal, plus ça demande un effort important. Vous voyez, tout cercle vicieux que sans doute beaucoup d'entre vous ont expérimenté dans leur vie. Et c'est très important à ce moment-là de trouver des moyens, pas forcément chimiques, d'arriver à reprendre la maîtrise, reprendre le contrôle, mais pas le contrôle
intellectuel, psychologique, mais le contrôle, c'est-à-dire la décontraction qui va permettre d'aller bien. Moi j'ai toujours cette image, je vais vous donner une image qui va vous aider à comprendre, je trouve que c'est très très parlant. Je m'en suis rendu compte, c'était en 1991, ça devait être le mois d'août 1991. J'ai regardé à la télévision la finale du 100 mètres. Il y avait Carl Lewis, et puis il y avait les adversaires de Carl Lewis qui étaient tous excellents. Et c'était, je crois, en Chine. Et je me souviens, ils ont mis, il y en a 3 ou 4 qui ont mis moins de 10 secondes, à l'époque c'était vraiment rare, qui étaient sous les 10 secondes pour gagner le championnat du monde. Et ça allait une vitesse absolument folle. Enfin, c'était très impressionnant à voir. Et je me souviens des gros plans qui ont suivi. On regardait les types courir, et les gros plans sur les types. Et on voyait, donc les types faisaient 12,50 mètres par seconde. 12,50 mètres par seconde. Et on voyait que les gars, ils avaient la peau de la joue et des muscles qui étaient flottants. Donc vous imaginez, les types font 12 mètres par seconde et les muscles flottent. Donc, je ne comprenais pas, je me disais, mais c'est pas possible. Les muscles sont forcément hyper contractés. En fait, j'ai compris. Les muscles extenseurs se contractent d'une manière extrêmement intense et efficace, mais les muscles fléchisseurs se détendent d'une manière totalement intense et efficace. Vous voyez, c'est parce qu'il y a la contraction d'un côté et la décontraction de l'autre qu'on avance. Et ce qui fait qu'on n'est pas bon quand on est incapable de faire cette vitesse-là, c'est sans doute qu'on n'est peut-être pas aussi puissant dans notre action musculaire, c'est vrai, mais on est certainement beaucoup trop puissant dans notre contraction musculaire des muscles qui devraient, à l'inverse, se détendre. Et il y a ce double mouvement de la concentration sur la partie musculaire qui a besoin de faire avancer le mouvement, mais aussi la décontraction, de l'allègement du muscle. Et regardez un jour à 100 mètres, parce qu'ils vont toujours à la vitesse, un peu plus vite qu'avant, regardez la course de 100 mètres et vous comprendrez combien ce double mouvement est essentiel. Et ça nous renvoie à notre propre vie, à notre propre existence. Notre existence, c'est à la fois se concentrer sur notre travail, sur nos relations aux autres, et c'est aussi être totalement libéré de la pression de ces relations, ce qui n'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à être dans un équilibre, si on veut, personnel. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il y a 2 formes d'expression de l'anxiété, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Il y a la forme psychologique, il y a 2 voies pour notre cerveau pour exprimer son anxiété. Il y a la voie psychologique, il y a la voie intellectuelle, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a les phrases qu'on se dit, qu'on se répète, ces ruminations, et puis vous avez la voie physique. Et vous avez des gens qui expriment de manière très intellectuelle, parfois en boucle, en des heures, des années, des mois, et puis vous avez des gens qui expriment de manière essentiellement somatique et physique. Et ils expriment par un corps qui se puise, un corps qui ne dort plus, un corps qui ne mange plus, un corps qui souffre. Et il faut être capable, c'est pas simple, parce que c'est pas toujours le plus simple de repérer quand une personne va mal, que ces symptômes somatiques sont l'expression de sa souffrance psychologique. Donc il faut savoir repérer ça. Alors, très rapidement, pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin dans la compréhension, la connaissance, pardon, les troubles anxieux se divisent généralement en 5 groupes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai présenté l'anxiété, c'est l'anxiété la plus banale, enfin la plus connue, qui est l'anxiété généralisée. Et vous avez l'anxiété un petit peu plus compliquée. Vous avez l'anxiété, les troubles paniques, c'est des gens qui se mettent à avoir une anxiété qui est très importante, qui ne contrôlent plus leurs émotions, qui paniquent. Voilà, tout simplement. Vous avez peut-être croisé des gens comme ça. Si vous êtes soignant, forcément, parce qu'ils vont dans des services d'urgence, ils se retrouvent un peu partout dans leur vie, à un moment donné, ils sont en perte de contrôle complet et donc ils sont dans un état de panique. Vous avez la phobie c'est très fréquent, hein, c'est des états où on est gêné pour faire des choses précises et on est incapable de lutter contre une peur qui nous envahit. Vous avez les états de stress post-traumatique dont on parle de plus en plus souvent. C'est important de connaître ces états parce que c'est des états d'anxiété qui se constituent souvent bien longtemps après un traumatisme, pas toujours juste après, mais bien souvent bien après. Et le handicap est souvent très gênant, évidemment. Ça s'accompagne souvent de dépression pendant un certain temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître. On me souvient de, vous savez, l'histoire d'AZF à Toulouse. J'avais rencontré le professeur Schmitt de Toulouse et ils avaient eu des fonds pendant 1 an pour traiter les gens qui avaient été choqués, traumatisés par le drame d'AZF qui avait explosé, qui avait créé un traumatisme dans la ville incroyable. Et il m'avait dit cette remarque assez amusante et étonnante,
il m'avait dit, malheureusement, on a eu les fonds pendant 1 an. Et pendant 1 an, il ne s'est quasiment rien passé. On n'a pas eu de gens qui sont venus se plaindre de ce qui s'est passé. Par contre, maintenant, ça fait 1 an et demi ou 2 ans, maintenant, les gens commencent à venir. Vous voyez, donc il y a un temps de latence entre le traumatisme, très souvent, et le moment où les symptômes apparaissent. Vous savez, c'est connu, les gens de la guerre du Golfe, la guerre du Vietnam, souvent, c'est dans les années 70, les années 80, que les traumatismes, les cauchemars, les troubles du sommeil sont apparus le plus. Le trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble vraiment invalidant, qui peut amener à un état qui est vraiment affreux, absolument affreux, parce que c'est quelque chose qui peut devenir presque permanent, totalement handicapant. Les sujets peuvent passer des heures et des heures dans une salle de bain, dans une chambre, être en très grande difficulté pour arriver à faire des choses. Heureusement, c'est des états qui sont relativement fluctuants comme au cours de l'existence, mais c'est vraiment des pathologies anxieuses, vraiment sans doute les plus gênantes qu'on puisse traiter. Ensuite, on va parler de la dépression. Et la dépression, moi je voudrais que vous reteniez, si vous êtes intéressé par ce sujet, 2 choses. Il y a 2 mots importants, douleur morale, ralentissement psychomoteur. Si vous avez retenu ces 2 choses, vous avez tout compris de la dépression. La douleur morale, c'est facile à comprendre. On sait ce que c'est que la douleur. Voilà, c'est la douleur. Les dépressifs, ils ont mal, ils souffrent. Mais ils ne souffrent pas de leurs jambes. Enfin, c'est pas ça qui est en premier. Ils ne souffrent pas de leurs bras, ils ne souffrent pas de leur... voilà. Ils souffrent de leur mental. Leur mental est douloureux. Mais c'est absolument insupportable. Et plus c'est insupportable, plus c'est dépressif. C'est bien sûr la tristesse, mais c'est aussi le découragement, c'est aussi le désespoir, c'est aussi la lourdeur de la vie. Et plus il y a cette intensité-là, plus eh bien, la personne, dans son curseur de maladie, va être déprimée. Et puis le ralentissement psychomoteur, parfois on n'a pas les 2, parfois on n'a qu'un des 2 composants. Très souvent la douleur morale est là quand même. C'est très souvent, je dirais, le critère numéro 1. Parfois donc, on a le critère de ralentissement psychomoteur qui est associé ou qui est en premier. Et les gens sont très gênés, parfois très invalidés. Moi je me souviens d'une patiente qui m'avait marqué parce que c'était un été, il faisait une chaleur caniculaire. On avait 35-36 degrés de température, elle était dans une chambre positionnée en plein soleil, et alors c'était la canicule. Et je me souviens, elle avait un drap, elle était allongée tout le temps, elle ne sortait pas de son lit, elle avait un drap sur elle. Et un jour je lui dis, mais elle est là, j'ai chaud, très mal. Et puis je lui dis, mais enlevez votre drap. Et elle me dit, j'ai pas la force de soulever mon drap. Ça ne veut rien dire, évidemment. Ça veut rien dire, parce que, vous avez compris. Voilà, ça ne voulait rien dire, mais ça voulait tout dire. Je crois que cette image, elle m'a beaucoup marqué parce que mentalement, psychologiquement, dans cet état-là d'intensité dépressive, où tout effort devient, vous savez, on dit qu'ils ont le poids du monde sur les épaules, tout effort devient impossible, eh bien, elle avait l'impression que l'intensité était telle de son ralentissement qu'elle ne pouvait pas soulever son bras. Je trouve que c'était très marquant. Alors, généralement, les gens qui dépriment, ils viennent voir les médecins, les infirmières, les psychologues, en disant qu'ils sont très fatigués, qu'ils ont du mal à se concentrer et qu'ils ont des troubles du sommeil. On retrouve un peu d'ailleurs les problèmes de troubles anxieux, mais il faut quand même savoir que c'est les plaintes les plus fréquentes. Et puis souvent, ils ont également des symptômes somatiques. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, là, les voix, c'est soit le psychologique, soit le corps. Et vous avez des tas de gens qui ont ce qu'on appelle des dépressions masquées. Je ne sais pas si ça se dit encore les dépressions masquées, ça se dit plus beaucoup. Voilà. Et ces dépressions, ça s'exprime par des symptômes physiques. Et vous voyez quand même, 34% des dépressifs ont des céphalées, 23% des vertiges, 25% des troubles articulaires, des douleurs des membres, et des sensations de faiblesse, 23% aussi. Vous voyez, sensations de faiblesse, des vertiges, des troubles de l'équilibre. La dépression, il y a 3 dangers. Vous avez compris que c'était un truc qui cognait dur, la dépression. C'est quelque chose qui fait mal, quoi, qui va loin. C'est pas un petit truc comme ça, j'ai un petit peu d'angoisse. Comme dirait Coluche, le cancer du bras droit, vous savez, pas trop mal, mais on peut se plaindre et il n'y a pas trop de danger. Voilà. Là, on n'est pas là-dedans, on est dans un truc plus sévère. Donc il y a 3 risques principaux. Bien sûr, quand c'est ancien, parce que ça finit par, d'une part, par être fatigant et lassant. Et puis, le danger, c'est que quand on est soignant, ou quand on est de la famille, on en a un peu marre. Et on dit, ouais, nous embête celle-là.
sa dépression. Le deuxième élément inquiétant, c'est la résistance. Parce que plus la dépression résiste au traitement, aux médicaments, plus il y a une usure, et puis une démotivation, un découragement. Et puis, il y a évidemment ce sentiment de renforcement pour le dépressif qu'il est incurable. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette idée-là, que la personne est incurable. Donc il faut être très méfiant sur ces états qui s'accentuent, parce qu'il y a qui résiste, parce qu'il y a cette notion de découragement qui touche autant le malade que les soignants. Et moi, je dis souvent, je vois qu'il y a pas mal de soignants qui sont là, je dis souvent à nos soignants, attention, parce que souvent, on se décourage devant la résistance de nos patients. Et l'une des difficultés de la dépression, et c'est certainement très vrai pour les aidants, les conjoints, la famille, c'est évidemment de ne pas se décourager. Parce que c'est naturel de dire, bon, on n'en sortira pas. Et alors là, quand on renvoie aux patients qui souffrent chroniquement le désespoir qu'on ressent, à ce moment-là, la personne se dit, il n'y a plus rien à faire. Vous voulez qu'on aille plus vite, peut-être pour ça que vous avez accéléré. Et le désespoir du patient, bien sûr, qui entraîne le découragement du thérapeute. Vous voyez, c'est un peu les mêmes idées, hein, mais voilà, ces trois notions sont intéressantes. Alors, anxiété, dépression, je trouve que cette diapositive est intéressante parce qu'elle pose très bien la question de la relation entre les deux. C'est très proche, finalement. C'est très proche, c'est souvent un continuum, et beaucoup de dépressifs ont l'anxiété, naturellement, et beaucoup d'anxieux vont développer une dépression. Et Braun a fait une étude intéressante où il dit que 52% des dépressions semblent secondaires plutôt à une perte. C'est-à-dire que la dépression est plutôt secondaire à quelque chose qui vraiment exprime de la douleur. La douleur, une perte, un manque. Alors que les troubles anxieux, le TAC, ces troubles anxieux généralisés, sont plutôt secondaires à des dangers. Et par exemple, le stress post-traumatique, on maintient que c'est secondaire à un événement qui nous a donné l'impression que notre vie était en danger. Alors, je voudrais dire un mot du burn-out, parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, ce genre qu'on a beaucoup développé, sur lequel on s'intéresse particulièrement. Et ça résume un petit peu aussi les choses, parce que le burn-out, c'est une entité qui est mal définie, qui est très rattachée au travail, mais qui n'est pas forcément rattachée au travail, parce que vous avez des personnes qui sont à la maison, qui font des burn-out, des retraités qui disent ressentir des symptômes du burn-out, des états comparables au burn-out. Et j'ai voulu, dans cette diapositive, vous montrer que dans le burn-out, souvent les gens, ça part d'un sentiment de honte de leur état. Donc, ils ne peuvent pas en parler. Et puis, ils ont un sentiment aussi d'être responsables de leur état. Et puis, ils se disent que ce n'est pas la peine d'en parler, ça ne servira à rien, qu'ils ne seront pas compris, qu'on ne peut rien faire pour eux. Et puis, ils ont peur également du jugement des autres, le sentiment qu'ils sont tout seuls dans leur galère. Et puis, pour le burn-out, professionnellement, je dis, si j'en parle en plus, ma carrière est fichue, parce que l'employeur va me mettre dehors, ou mes collègues vont penser que je suis un bon à rien, que je ne me sentirai pas. Voilà. Donc c'est un problème. Je trouve que cette diapositive montre bien la problématique de ces troubles-là, parce que c'est le burn-out, mais c'est aussi l'anxiété, la dépression. C'est-à-dire qu'au fond, dans ces troubles-là, le grand danger, c'est l'isolement des gens, qui perdent leur sens social, leur sens sociable plutôt d'ailleurs même, voilà, leur espoir. Ils ont du mal à aller vers les autres pour leur demander de l'aide, parce qu'ils pensent que ça ne servira à rien. Et c'est ça qui est souvent terrible, et c'est ça qui fait que l'entreprise est incapable, parce que ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas sa mission, parce qu'elle ne comprend pas toujours, évidemment, même pas souvent, est incapable d'aider dans ces situations-là. Pas pour ça que l'entreprise est toujours responsable. Hein. Vous avez des cas où l'entreprise va révéler une souffrance d'un sujet. Ça se passe au travail, mais ce n'est pas forcément à cause de l'entreprise. C'est simplement que le milieu du travail, qui est un milieu plus exigeant souvent que le milieu familial, qui est plus protecteur, est un milieu qui révèle un peu plus facilement, un peu plus souvent, la pathologie. Alors, un mot des benzodiazépines, j'en serai rapide parce que je pense que Patrick va en parler de manière plus importante. Il faut savoir qu'en France, à peu près 10% sont des consommateurs de benzodiazépines. On considère qu'un consommateur régulier, c'est 4 prescriptions par an, c'est-à-dire 4 mois par an, en moyenne. À peu près 10% sont des consommateurs réguliers, d'après l'ANSM, qui est l'organisme national qui évalue toute la thérapeutique. Il faut savoir qu'un tiers des femmes de plus de 70 ans sont des consommatrices régulières. C'est quand même pas rien.
un tiers des femmes de 70 ans. Et Patrick nous expliquera sans doute tout à l'heure en quoi ces médicaments, chez les sujets âgés, sont particulièrement dangereux et nocifs. Il faut savoir aussi, et je m'arrêterai là, que 52% des consommateurs, quand on initie un traitement par anxiolytique, par benzodiazépine, eh bien, il faut savoir que 2 ans plus tard, dans 52% des cas, le traitement est toujours prescrit. Donc il y a cette notion de dépendance, qui n'est peut-être pas une dépendance physique, hein, bien sûr, mais qui est une dépendance au moins psychologique aux médicaments, et qui fait qu'on a beaucoup de mal à arrêter ces médicaments quand on les introduit. Ensuite, et donc nous sommes le deuxième pays européen le plus consommateur d'anxiolytiques et d'hypnotiques, c'est assez proche, hein, les familles médicamenteuses sont très proches, et souvent les uns sont utilisés tantôt pour l'anxiété, tantôt pour l'hypnose, pour le sommeil. Un mot des thérapeutiques non médicamenteuses, enfin plus qu'un petit mot d'ailleurs. Ce que je voudrais dire, c'est que la psychothérapie, on parle des traitements non médicamenteux. On exclut les médicaments. On considère que dans un certain nombre de cas, on doit tenter de traiter ces troubles-là, surtout les troubles anxieux, avec d'autres moyens que les médicaments. Alors, ce qu'il faut absolument connaître, c'est les modèles anxiolytiques. Le modèle anxiolytique, c'est la bienveillance, c'est la réassurance, c'est la confiance dans le malade, la confiance dans sa capacité à se guérir, à se traiter. C'est également les thérapies cognitives de reconstruction des émotions. Les gens qui dépriment, qui sont angoissés, ils pensent mal. C'est pas de leur faute, hein, c'est lié à leur maladie. C'est pas que c'est des gens qui pensent forcément mal, c'est souvent des gens qui pensaient bien avant et qui pensent plus bien du tout maintenant. Donc il faut les aider à critiquer. Il ne faut pas leur interdire de penser ce qu'ils pensent, parce qu'ils le pensent. Ça ne sert à rien de leur dire ce que vous pensez est stupide. Ça ne sert à rien, ce serait humiliant. Donc il faut les écouter, il faut les entendre, il faut les écouter, les rassurer, tout ce que vous voulez, et après il faut critiquer gentiment. Vous avez sans doute testé ça quand vous avez bu du Orangina. Vous avez la pulpe qui est au fond, vous la remuez, la bouteille. La pulpe remonte. Quand vous faites une psychothérapie, vous avez tendance à faire ça. Vous parlez à la personne, et puis vous lui dites, mais non, ma pauvre dame, pas du tout, c'est pas comme ça que faut voir les choses, tout va bien se passer, c'est rien du tout. Et puis la brave dame, elle est très gentille, elle vous écoute et elle vous dit, oui, vous avez raison, docteur, c'est très vrai ce que vous dites. Voilà. Et puis, vous dites, ça y est, je suis content, j'ai bien fait mon travail, et puis demain matin, elle dira beaucoup mieux, ma patiente. Puis vous venez demain matin, même pas demain matin, 2 heures après, et puis la personne, elle a repris exactement les mêmes pensées qu'elle avait 2 heures avant. Donc, l'orangina, la pulpe remonte et elle redescend. Et elle retourne. Voilà, automatiquement. Voilà. Et ça, c'est très typique de la dépression. Vous voyez. Et vous voyez, le danger, hein, c'est ça. Et je marque après l'écueil, c'est de vouloir trop travailler sur les causes de fragilité. Ah oui, mais vous savez, il faut peut-être changer votre comportement, votre façon d'être, etc. Alors les gens, ils se disent c'est de ma faute, hein, tout est de ma faute. Donc ça renforce dans l'idée d'un échec, et ça crée ce que vous voyez là, les sables mouvants, et plus on va se débattre, plus on va vouloir que la personne se débatte, plus on va, bien souvent, l'entraîner dans ces sables mouvants, qui l'enfonce de plus en plus, et qui lui donne le sentiment que non seulement elle n'y arrivera pas, parce qu'elle en est incapable finalement, et deuxièmement, elle s'enfonce inévitablement, et de plus en plus, et que finalement le thérapeute, il est bien gentil, il est bien brave, mais il est incapable de vous aider puisque vous n'arrivez pas à en sortir. Dans la dépression, ce schéma-là est assez fréquent. Donc la limite des patients, c'est qu'ils ont un manque de souplesse psychologique. Vous voyez, cette souplesse que je décrivais dans l'activité sportive, celui qui court un 100 mètres, qui a une souplesse physique qui lui permet même d'avoir des muscles qui flottent dans leur mouvement, et qui flottent alternativement, eh bien cette souplesse fantastique du corps, eh bien chez l'anxieux, chez le dépressif en particulier, vous ne l'avez pas du tout. Voilà. Le sujet se rigidifie. Et donc ce manque de souplesse, il faut être très méfiant, qu'on soit soignant, qu'on soit conjoint, qu'on soit proche, ami, et ne pas vouloir trop rigidifier la personne ou l'obliger à changer dans son comportement, qui risquerait d'augmenter sa rigidité. Alors, on est dans les approches relaxantes. Alors, donc, c'est pour cette raison, excusez-moi, que dans ces états-là, souvent, il est bon d'aller chercher des approches non médicamenteuses et pas toujours trop psychothérapiques, qui peuvent encore, une fois, entraîner des limites dans les succès thérapeutiques.
Il y a des états où la psychothérapie est très efficace, hein. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas du tout, mais je pense que c'est important d'avoir cette notion des limites de la psychothérapie dans les cas. Et je me souviens, j'ai vu des patients, je me souviens de cas de patients que je ne vois plus d'ailleurs maintenant, je trouve. Je pense que la psychothérapie, notamment la psychanalyse, qui était une thérapie qui était très théorique, qui amenait les gens parfois très loin dans la recherche de compréhension de leurs troubles, parfois amenait des gens, moi j'en ai vu, jusqu'au suicide. Parce qu'on voulait tellement les faire travailler sur eux-mêmes qu'on ne s'occupait plus vraiment de leur degré de souffrance, on était trop dans la recherche de la cause, qui à ce moment-là n'était pas du tout adaptée. Et l'approche cause, il y a plus de 1000 études qui sont répertoriées dans la littérature, pas toujours des études d'un très haut niveau, mais des études très prometteuses en termes de résultats, très évocatrices de résultats. Et 80 méta-analyses, alors c'est difficile, les méta-analyses, ce sont des études qui comparent, qui associent les études les unes avec les autres, qui essaient de voir le lien entre ces différentes études, et qui disent, voilà, sur ces 10, 15, 20 études qui sont pratiquement pareilles, qui nous permettent d'avoir le recrutement de 300, 400, 500, 600 patients, eh bien on s'aperçoit que voilà, on a ce résultat-là avec cette méthode thérapeutique. Donc ça permet de renforcer les effets d'une simple étude. Eh bien, sur ces 80 méta-analyses, on constate une réduction de 50% des symptômes dépressifs chez des personnes qui ont été soumises à des entraînements physiques qui sont simples, hein, des marches actives régulières en aérobique, des marches méditatives, de la gymnastique douce, du sport adapté, etc. L'OMS est absolument très centrée. Moi, j'ai vu un rapport là, très récemment, de début 2018, qui revendiquait la nécessité, dans tous les pays du monde, de promouvoir des activités physiques pour l'individu. Alors, à la fois pour des questions d'éviter la sédentarité, hein, qui s'est beaucoup développée dans la société. On a beaucoup trop tendance à s'investir sur les plans intellectuels et émotionnels et relationnels, et avoir une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène alimentaire. Et donc, il est très important de stimuler, de créer des stimulations corporelles. C'est sain pour l'individu. Et il est étonnant de voir que quand les personnes reprennent des activités physiques, souvent, ils vont assez rapidement mieux. Et puis, proche de l'activité physique, nous avons développé, et je terminerai là-dessus, la balnéothérapie. La balnéothérapie, c'est quelque chose qui... oui, alors cette diapositive, je ne sais pas trop où la passer. Je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard, ou je ne sais pas. Enfin, je vais vous la décrire en 2 secondes quand même, comme ça sera fait. Je voudrais juste vous expliquer, pour introduire la balnéothérapie, cette notion du corps souffrant. Le corps souffrant stimule, excite le corps du sujet, enfin la souffrance, quelle que soit, surtout psychique, va bien sûr stimuler le sujet dans son mal-être, si je puis dire. Et ça va entraîner, cette stimulation va entraîner une émotion. Cette émotion, comme vous l'imaginez, elle va être négative. J'en ai marre de souffrir, j'ai encore mal, je ne vais pas m'en sortir. Et puis, ça va entraîner des troubles du comportement. Hein, on va moins travailler, on va plus se concentrer, on va devenir irritable, peut-être qu'on va aussi éviter certaines situations, on va prendre des médicaments. Et puis, on va avoir donc des cognitions négatives, c'est-à-dire ce que je disais un petit peu sur les émotions, mais secondaires aux émotions, disons. Hein, c'est vraiment, je vais m'en sortir et laisser ma situation désespérée. Et puis, tout ça va renforcer, va stimuler les processus douloureux. On sait bien que la douleur, elle est énormément fabriquée par nos peurs. Quand nous, on a plein de douloureux qui viennent chez nous, quand on les rassure, quand on les aide à rationaliser leur processus psychologique lié à la douleur, et bien on s'aperçoit que la douleur était bien moindre. Combien de fois, moi j'ai vu des patients archi douloureux qui me disaient c'est insupportable, c'est intenable. 24 heures après, vous dire que vous avez plus mal, ou très peu mal, parce que vous avez tout simplement su les convaincre, les rassurer sur le fait que cette douleur n'était pas immuable et qu'elle était en grande partie psychogène. Alors, donc la balnéothérapie, c'est une approche qui est absolument passionnante. Moi, je suis tombé dedans d'abord quand j'étais tout petit, puisque je suis une famille de psychiatres, et comme vous savez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, j'ai vécu à Sojon dans un milieu qui était proche de ce lieu de la balnéothérapie qui est connu en termes de Sojon. Et
Deuxième chose, c'est que je suis dedans tous les jours, puisque j'ai des patients qui, tous les jours, vont être aux soins d'aminothérapie. Et ce que j'ai expliqué hier soir dans la conférence que je faisais, c'est que quand j'ai fini médecine, pardon, je n'osais pas. Enfin, non. Quand j'ai fini médecine, je n'ai pas entendu parler de l'aminothérapie durant mes études. Et quand j'ai quitté le service de Sainte-Anne à Paris, j'ai entendu mes confrères se moquer de moi parce que j'avais travaillé dans les soins d'eau, entre autres, hein, je ne vais pas faire que ça, mais quand même, j'avais travaillé dedans. Et ils me disaient, bah, tes malades sont propres, et c'est bien que, voilà, ils vont se toucher, ils vont être propres. Voilà. Et j'avoue que je n'étais pas très sûr de moi pour revenir vers eux et leur dire, voilà, ma thérapie, elle est très efficace. Pour être très franc, je n'en avais aucune idée. J'avais même quelques réticences. Pas sur ce qu'on faisait dans les cliniques, parce que les cliniques, c'est évidemment le travail que tous les hospitaliers de France font, c'est-à-dire on travaille sur les thérapies médicamenteuses, sur les thérapies psychologiques, et ça, je savais que je saurais faire des choses, que j'avais apprises, mais cette partie-là, je ne connaissais pas. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3-4 ans, j'ai été convaincu par les patients qui m'ont démontré par leurs propos, par leurs convictions, que cette thérapie était incroyablement efficace. Et puis, j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette thérapie. J'ai commencé à lire un peu des choses, j'ai eu des échanges avec mes aïeuls qui connaissaient bien le sujet également, et je me suis rendu compte que historiquement, de tout temps, cette approche thérapeutique a toujours existé. Freud, pardon, je fais une allusion à Freud, mais c'est amusant parce que Freud, vous savez, il avait dans son cabinet, il avait un divan, vous savez ça, forcément. Eh bien, Hippocrate, c'est un peu plus ancien que Freud, hein. Freud c'est fin 19e, début 20e. Hippocrate, 450 avant Jésus-Christ, lui il n'avait pas un divan, il avait une baignoire dans son cabinet médical, une baignoire. Voilà. Et lui disait que les anxieux, le meilleur traitement, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la gamme de thérapies qu'on a aujourd'hui, mais le meilleur traitement qu'il connaissait c'était la balnéothérapie, le traitement d'eau. L'eau chaude était très efficace pour traiter l'anxiété. Et de tout temps, cette thérapie a été reconnue et a été pratiquée, et souvent par les plus grands. Alzheimer, qui est très connu pour d'autres raisons, et qui était un neurologue allemand très très célèbre, et Kraepelin, son collègue de l'époque, qui était le plus grand psychiatre, je pense, de sa génération, l'a pratiqué énormément dans les hôpitaux. Et la pratique de l'hydrothérapie est constante dans l'histoire de l'humanité. Et dans tous les pays, dans toutes les cultures, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et donc à ce jour, on a suite à cette conviction que j'ai eue avec le temps, qui a été renforcée par ces contacts avec des patients, eh bien on a mené 3 études, enfin on a mené 2 études, pardon. La troisième, elle n'est pas de ce jour, elle est autrichienne. Une qui a démontré que la cure thermale était beaucoup plus efficace que les médicaments référents sur une durée de 2 mois pour traiter l'anxiété, et que la deuxième, que la cure thermale permettait d'arrêter les médicaments anxiolytiques. Et on a eu 41% des gens qui étaient des consommateurs de médicaments anxiolytiques très prolongés, hein, sur les 80% l'a consommé depuis plus de 3 ans. Et donc ce n'étaient pas des petits consommateurs occasionnels, mais des gens stables, hein, qui étaient dans l'état d'arrêter, et bien, qui étaient motivés pour le faire. Et bien ces personnes, 41% d'entre eux ont totalement arrêté, et 80% d'entre eux ont réduit d'au moins la moitié leur consommation de départ. Et donc un vrai succès. Et aujourd'hui, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, reconnaît notre protocole et va nous aider à le diffuser et à le développer. Et puis, une étude sur le burn-out qui a été réalisée par un Autrichien sur 65 patients, 2 tiers de femmes, en Autriche. Et on s'aperçoit qu'à 3 mois après la cure, les patients sont significativement mieux qu'avant. Et occupez de nous. Et ça nous aide bien. Vous n'en souvenez peut-être pas, mais vous le savez certainement. Eh bien, parce que c'est acquis. Eh bien, c'est pareil. Mettez des anxieux dans les baignoires, occupez-vous d'eux gentiment, et vous allez voir qu'ils vont aller beaucoup mieux. Il n'y a pas d'effort de maîtrise intellectuelle. Vous voyez, c'est le petit. Donc je vous pose la question, c'est quoi le sommeil? Pas facile, hein? Pas facile cette question. C'est un temps réparateur? Oui, ça c'est un des 4 mots clés j'attends. Un temps de réparation, effectivement. Le repos. Pardon? Le repos. C'est pas mal, repos, réparation. Pardon? Alors c'est une perte de conscience, deuxième mot-clé, effectivement. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui dort à côté de vous, vous savez qu'elle dort et qu'elle n'est pas dans le coma? Ah ben le comateux aussi, heureusement.
deux cas. Il y a les rêves aussi. Ils ronflent. Non, mais certains comateux ronflent aussi. Il y a le relâchement Des connexions. Pardon. le relâchement des muscles. Enfin, Les du comateux corps. ont des muscles relâchés aussi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que votre mari, vous savez qu'il n'est pas dans le coma et qu'il dort? On va remarquer tout évidemment. Non, les comateux aussi peuvent bouger. Exactement. C'est que si quelqu'un dort à côté de vous, vous faites ça, vous faites vous, et il se réveille. Donc c'est un état de perte de conscience, réversible, réparateur. Vous dormez n'importe quand? Cyclique. Là, vous avez vos quatre mots. Et le sommeil, c'est un petit peu comme le temps, selon saint Augustin. Il disait, si tu ne me demandes pas ce que c'est que le temps, ben, je sais ce que c'est que le temps. Mais si tu me le demandes, ça devient beaucoup plus compliqué. Le sommeil, c'est un peu pareil. Deuxième question, parce que vous êtes aussi ici pour bosser, combien de temps il faut dormir? Ah bon, on est génétiquement programmé. On va dire que la moyenne, c'est entre 7 et 8, c'est 7h20 pour être précis, mais que c'est génétique, et donc il y a des personnes qui dorment 5-6 heures sans être malades, et d'autres personnes qui dorment 8-10 heures sans être malades non plus. À Lyon, on a eu un maire, Premier ministre, qui était réputé pour dormir sur les bancs de l'Assemblée nationale, et je pense qu'il c'est vrai. Donc, le bon temps de sommeil, c'est le temps qui fait qu'on est en forme dans la journée. Il n'y a pas d'autres critères. Si vous avez la pêche dans la journée, pas de problème de concentration, de mémorisation, si vous avez dormi ce qu'il faut. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on est génétiquement programmé pour être du matin, du soir ou indifférent. Du matin, ça ne veut pas dire matinal, ça veut dire que je suis du matin parce que dès que j'ouvre les yeux, je suis opérationnel. Et il faut savoir que ce n'est pas les mêmes. Puis il y a des gens, ils s'en fichent complètement, ils sont ni du matin ni du soir, c'est d'ailleurs la majorité. 15% de gens franchement du matin, comme moi, 15% de gens franchement du soir, comme le docteur Dubois. C'est comme ça. Et il faut savoir que les gens du matin sont des gens qui sont chronorigides, qui signifie qu'ils n'aiment pas les changements de rythme. Moi, par exemple, à 5h30 du matin, il y a une main qui m'arrache du lit, je ne peux pas rester au lit. Et si je fais une grasse matinée, comme ce matin, et que je me réveille à 6h, je me coucher tard, eh bien, je ne suis pas bien pour la journée parce que j'ai besoin de me lever toujours à la même heure. Le décalage horaire, c'est pas mon truc. La fête, c'est pas vraiment mon truc. Une nuit blanche, c'est pas mon truc. Bref, j'aime pas les changements d'horaire. Les sujets du soir sont chrono-flexibles. Ils peuvent faire les 3-8, ils peuvent être Georges Clooney dans l'urgence, ils peuvent être obstétriciens, ils peuvent être infirmières de nuit, bref, ils peuvent faire tous ces métiers-là. Et il faut savoir aussi que les sujets du matin sont pathologiquement ponctuels, alors que les sujets du soir ont un petit peu plus de mal à les expliquer. Alors là, je m'adresse au DRH, c'est-à-dire que si vous voulez recruter une infirmière de nuit, un gardien de nuit, quelqu'un qui va aller aux quatre coins du monde pour faire du business, s'il arrive tranquillement à l'heure, ne le prenez pas, parce qu'il va tomber malade dans les 5 ans. S'il arrive à l'heure, c'est un entretien d'embauche, mais à la bourre, prenez-le, parce qu'il va s'adapter. Je vais étudier comme ça la totalité des infirmières de nuit de l'hôpital général d'Aix-en-Provence, qui travaillent depuis 5 ans. Vous allez trouver 100% de sujets du soir cours dans l'heure. Parce qu'en fait, celles qui, pour des raisons autres, avaient pris un travail de nuit, et au cours des 5 ans, soit elles avaient demandé à être mutées, soit elles étaient tombées malades, soit elles étaient passées plus haut. Mais on ne tient pas si on veut toujours, et ça je m'adresse au directeur des soirs, quelqu'un qui doit travailler de nuit, il faut qu'il soit vraiment le soir, sinon vous serez responsable de sa maladie, et c'est quand même un petit peu. La suivante. Alors, quels sont les bienfaits du sommeil naturel? J'insiste sur le terme de naturel. Évidemment, vous l'avez tous dit tout à l'heure, se reposer, se ressourcer, se réparer, se régénérer, bref, tous ces modes qui font que quand on a bien dormi, on se sent bien. Pourquoi? Parce que quand on a dormi, eh bien, on a fabriqué de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, ça permet de synthétiser les protéines, donc de mémoriser, d'avoir la pêche, mais ça permet aussi de détruire les graisses et ça permet également de détruire les glucides. Donc la totalité de l'hormone de croissance est sécrétée chez l'adulte au cours des 3 premières heures de sommeil aux horaires habituels.
signifie que si vous dormez plus tard que d'habitude, vous n'aurez pas d'hormones de croissance, vous pouvez faire toutes les grasses matinées du monde, ça ne changera rien. Le sommeil non profond perdu, donc l'hormone de croissance ne se rattrape jamais. Pas si vite, non moins. On revient un petit peu en arrière, il est très très précis. On réduit le stress, on réduit la tension artérielle, on réduit le cortisol, donc le sommeil c'est bon pour le système cardiovasculaire. On mémorise, donc c'est un phénomène qui est assez intéressant, à savoir que quand on s'endort, eh bien, il y a un phénomène de tri grâce au rêve. Par exemple, si on vous a intéressé, Dr Dubois et moi-même ce soir, eh bien, vous allez augmenter votre temps de sommeil non profond, parce que d'abord, votre sommeil paradoxal va permettre de trier, sélectionner ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez une très belle chemise verte à carreaux, formidable chemise, mais ce n'était pas nécessaire pour mon équilibre que dans 10 ans, je me rappelle que vous aviez une chemise verte à carreaux de ça. Donc peut-être cette nuit, je vais quand même virer la chemise verte à carreaux dessus. En revanche, si ce qu'on vous a dit est intéressant, ben vous allez le sélectionner avec le sommeil paradoxal, avec le sommeil profond, vous allez l'imprimer, vous allez l'engrammer. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants étudiants, vous leur dites bien, ne prenez pas sur votre sommeil du soir, parce que vous allez très mal mémoriser. En revanche, ce qui est plus dur, vous le bossez au cours des 2 heures avant l'endormissement aux horaires habituels. Parce que ça, vous allez bien mémoriser beaucoup. Ça, c'est un petit truc qu'il faut bien leur dire. Rôle métabolique extrêmement important qu'on connaît depuis une quinzaine d'années, à savoir que les personnes qui ne dorment pas assez ont un déficit en leptine, qui est l'hormone de la satiété, et un excès de ghrelin, c'est-à-dire de l'appétit, et ils ont un problème d'insuline. Imaginons que je vous prête tous, puisque forcément vous êtes en bonne santé ce soir, puisque vous êtes venus, et moyennant finance, pendant 15 jours, je vous empêche de dormir plus de 5 heures. C'est fait. Au bout de 15 jours, je fais une prise de sang, et je vais trouver une chute de l'insuline et une résistance à l'insuline. Et vous serez tous prévenus. Ce qui signifie qu'une personne qui ne dort pas assez, selon sa programmation génétique, non seulement elle risque de devenir obèse, mais en plus elle risque de devenir diabétique si elle a les facteurs de vulnérabilité sur le plan génétique. Donc cette réparation, on cicatrise, on fait d'hormones de croissance, et il y a une étude moi, qui m'a beaucoup frappé, qui est souvent rapportée par Jouvet, qui était le comte lyonnais du sommeil, qui était connu sur le plan mondial, qui a disparu il y a juste 1 an maintenant. Il racontait, donc ça se passe dans le Bronx, une population portoricaine pauvre, et dont les enfants développaient des nanismes fonctionnels. Ils n'avaient pas de problème génétique, ils n'avaient aucun problème, on ne comprenait pas pourquoi ces enfants ne grandissaient pas. Jusqu'au jour où un chercheur a eu l'idée de leur mettre des boules qui est, et en 6 mois ils avaient grandi. Explication, le fait que ces familles étaient pauvres, faisaient beaucoup de bruit, faisaient de la musique, des portoricains, dansaient devant le buffet, littéralement. Et du coup, les enfants n'arrivaient jamais à atteindre le stade de sommeil en profond, donc n'avaient pas d'hormones de croissance, donc ne grandissaient pas. Vous voyez que ça peut aller assez loin. Et nous, les adultes, on cicatrise, on mémorise, on a la pêche, on diminue notre taux de glycémie, on diminue nos lipides grâce à l'hormone de croissance. Ça, on sait depuis très peu de temps, le sommeil, ça sert à nettoyer le cerveau. Parce qu'on a du liquide qui baigne tout le système nerveux central, et au cours du sommeil, il y a des lents mouvements qui vont débarrasser cette espèce de réseau qui soutient nos neurones, qui s'appelle la glie, qui accumule toutes les toxines qu'on produit pendant la journée. Et c'est au cours du sommeil qu'on va nettoyer tout ça. Toutes les nuits, nous faisons une réinitialisation de notre ordinateur immunitaire. Toutes les nuits, on réinitialise le système immunitaire. Et enfin, le rôle des télomères, c'est une chose qui est également connue depuis très peu de temps. Alors, un télomère, c'est l'extrémité de nos rubans d'ADN, vous savez, l'ADN hélicoïdal, et il y a des bouts. Et l'extrémité de ces rubans, de temps en temps, avec l'âge, il s'effiloche. Et le meilleur prédicteur de la longévité, c'est l'état de nos télomères. Et Dieu merci, toutes les nuits, on a des petites mains, des petites couturières, on appelle les télomérases, qui restaurent l'effilochage de nos brins d'ADN. C'est au cours de la nuit que ça se passe. Ce qui veut dire que si on ne dort pas comme on doit dormir, et là on vit moins vieux. Et ça a été bien démontré. Et enfin, des tas de trucs musclés sur mon pas. Donc, ça sert à quoi plutôt quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil? Je ne suis pas là pour vous affoler, mais quand même, on sait qu'on ne dort pas assez, on risque de développer une hypertension artérielle
Et les états de stress, hypertension artérielle, ça veut dire infarctus, AVC, et toutes ces choses sympathiques. La fatigue, c'est une évidence. Retard de croissance, on en a parlé. Difficulté de mémorisation, de concentration, qui peuvent aller jusqu'à l'Alzheimer. Obésité, diabète, on en a parlé. Maladie immunitaire, les personnes qui dorment pas assez, et ça malheureusement, ça a été bien montré, dans une population d'infirmières de nuit, le risque de cancer du sein est quand même augmenté de 35%. Et pour tout le monde, si on ne dort pas assez, le risque de cancer digestif est augmenté. Et enfin, il a été également montré que si on ne dort pas suffisamment, par exemple les travailleurs de nuit qui ont toujours un déficit de sommeil, même s'ils ont un excellent hygiène, ont beaucoup plus d'infections que les autres, voire de maladies auto-immunes. Et enfin, encore des tas de trucs aussi. Donc vous voyez que moi, je ne vous parle pas de cosmétique, je ne vous parle pas de qualité de vie, je vous parle de la vie et de la mort. Si on ne dort pas comme il faut, on vit moins vieux et on a quand même beaucoup de complications. Ceci dit, Dieu merci, il y a quand même un certain nombre de techniques qui permettent de pallier tous ces problèmes. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on dort, entre guillemets, sous somnifère, on n'a aucun bénéfice du sommeil. Ça a été bien démontré. Tout ce que je vous ai dit sur la leptine, l'hormone de croissance, la baisse de tension, le cortisol, on l'a pas sous somnifère. Et en plus, donc vous êtes forcément tous des latinistes, puisque vous vivez dans une ville romaine, donc je peux continuer si vous voulez de parler en latin, mais bon, je vais peut-être être charitable. Somnifère, ça vient de somnis fere, c'est-à-dire qui apporte le sommeil. Mais c'est pas vrai. Il suffit de voir un enregistrement de sommeil de quelqu'un qui est sous somnifère pour voir qu'il ne dort pas, il y a une anesthésie légère. Et c'est très différent d'une anesthésie légère du sommeil. C'est pas de la même chose qu'on parle. Et on voit, c'est pas les mêmes zones dans le cerveau que si on dort naturellement. Donc on doit faire attention, d'autant plus qu'il y a un phénomène que j'ai mis un certain temps à comprendre, et j'ai proposé une hypothèse qui jusqu'à présent n'a jamais été refusée, réfutée, à savoir que, imaginons, madame, vous venez voir si vous êtes insomniaque. Et comme à l'époque je n'avais pas réfléchi, je l'ai fait quand même pendant une dizaine d'années, je vous donne un somnifère. J'ai enregistré votre sommeil, j'ai vu que vous dormiez effectivement mal. Je vous donne le somnifère, vous me dites je suis contente, je dors bien, j'enregistre votre sommeil, je vois que vous dormez beaucoup mieux. Et puis au bout de 3 semaines, je vous revois. Comment ça va? Ah ben je dors bien. Et j'enregistre votre sommeil, je vois que vous ne dormez plus. Vous dormez comme avant. Explication, comment on peut comprendre cette discordance entre je dors bien et puis moi, mon enregistrement de sommeil, je vois que vous ne dormez plus bien. Ben, c'est très facile à comprendre, à savoir que l'action sédative s'épuise avec le temps, alors que l'action amnésiante, qui est vraie pour toutes les benzodiazépines, tous les somnifères, tous les tranquillisants, qui est liée au pic d'absorption, ne s'épuise pas. Donc en fait, au bout de 3 semaines, vous oubliez que vous ne dormez pas. C'est juste une amnésie de l'insomnie, mais ce n'est pas du sommeil. Au bout de 3 semaines, en fait, vous ne dormez plus, mais vous ne savez pas que vous ne dormez pas. Et ça fait quand même un peu bizarre de continuer pendant 3 ans, comme tu me l'expliquais, voire, bon, j'ai vu des patients qui avaient 20 ans de somnifère libre, alors en fait, ça faisait 19 ans et 11 mois qu'ils n'auraient plus, mais qu'ils ne le savaient pas. C'est ce qui explique que les personnes qui dorment sous somnifère, en fait, ne sont pas bien dans la journée. C'est peut-être pas réellement. Donc, en plus, il y a aussi tout ce phénomène d'addiction dans les établissements dont je me suis occupé. Tout au long de ma carrière, j'ai vu quand même plusieurs personnes qui prenaient jusqu'à 55 comprimés de Stylox par jour. 55. Et qui n'en veulent pas. C'est juste pour planer, pour se shooter, bref. Et toutes ces personnes, j'ai pu les sevrer. Ça a été long, ça a été douloureux, et toutes ont chuté dans la semaine qui a suivi la sortie de la clinique. Donc c'est très compliqué de s'en sortir pour les personnes à risque, parce qu'il y a des faits, c'est comme le tabac ou l'alcool. Il y a des personnes qui vont boire un verre de temps en temps, fumer un cigare de temps en temps, ils ne seront pas dépendants du tout. Il a été montré qu'il y a des personnes, elles fument une cigarette, elles prennent un rohypnol, elles sont dépendantes pour la vie, parce que la mémoire des récepteurs dure toute la vie. Donc nous ne sommes pas égaux devant l'addiction, devant la dépendance. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de manger de chocolat, parce que c'est une drogue. Il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter de fumer, d'autres qui ne peuvent pas s'arrêter de manger, d'autres qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, etc. Donc il y a ce qu'on appelle des personnalités dépendantes, et puis il y a des personnalités qui ne sont pas dépendantes, qui peuvent arrêter, ce n'est pas les mêmes. Et malheureusement, les benzodiazépines sont faiblement addictifs, mais une fois qu'on est pris, c'est très compliqué de s'en sortir.
Alors, vous allez me dire pourquoi une telle charge contre ces médicaments, au fond, et pourquoi, quand je serai président de la République, je vais commencer par supprimer tous ces médicaments, et peut-être même qu'avant que je le sois, eh bien, ce sera fait, puisqu'on voit que maintenant, l'Agence du médicament, l'ANSM dont tu parlais, lance sans arrêt des alertes en disant le rapport bénéfice-risque pour ces produits est défavorable. Et on a vu tomber la métronidazine, le Mitran, le Stignox, le Rohypnol, et je pense que bientôt tout le reste va suivre. Donc, mesdames et messieurs, si certains d'entre vous prennent des tranquillisants et des somnifères, préparez-vous quand même, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué d'en avoir. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée de venir pour essayer de voir ce qui existe d'autre comme technique, outre toutes les techniques de physiothérapie, toutes les techniques de relaxation, la balnéothérapie, la manipulation des rythmes de température comme ils font à ce genre, et puis il y a encore d'autres méthodes qui existent. Le principal problème des tranquillisants et des somnifères, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Vous avez tous entendu parler. J'ai eu la chance, quand j'étais chercheur à Stanford en 82, d'être là quand ça a été découvert pratiquement. Et donc, dans mes valises, je suis revenu en France avec dans mes mains, j'avais deux valises, une syndrome d'apnée du sommeil et l'autre c'était dépression saisonnière et luminothérapie, photothérapie. Par chance, j'étais là-bas, j'y suis pour rien, mais j'ai pu introduire ces deux notions en France. Ça remonte à 82. Et pour le syndrome d'apnée du sommeil, il a fallu quand même au moins 20 ans pour que vraiment les cardiologues, parce que c'est avant tout une maladie cardiologique, s'y intéressent et commencent à dépister les SAS, puisque je vous rappelle que les 2/3 des arythmies complètes, la moitié des insuffisances cardiaques, un très grand nombre d'infarctus du myocarde, de morts subites sont liés au syndrome d'apnée du sommeil. Or, ce qui a été démontré, et moi je l'avais publié, un quart de comprimé de bromazépam, j'ai pas le droit de vous dire c'est de l'exomide, un quart de comprimé de bromazépam, pris au dîner, multiplie par 2 le nombre et la durée des apnées. Donc imaginez un homme d'une soixantaine d'années, éventuellement en surpoids, avec un peu d'hypertension, il a 8-10 apnées de 10 secondes par an de sommeil. Donc on observe, on surveille, mais il n'y a rien à dire, il n'y a pas de traitement particulier. Un quart de comprimé, ou un verre de vin le soir, va multiplier par 2 le nombre et la durée des apnées. Le problème, c'est la durée. Parce qu'en fait, le problème des apnées, c'est l'asphyxie qui s'entraîne. Et l'asphyxie, quand on n'a pas assez d'oxygène et trop de gaz carbonique, il y a 2 organes cibles, le cerveau et le myocarde. C'est pour ça que ça donne des AVC et des démences vasculaires, type Alzheimer, et que ça donne des infarctus. Et donc, cette personne qui a 8-10 apnées de 10 secondes, elle se prend un verre de vin ou elle se prend un quart de bromazépam et elle est malade. Et c'est peut-être ce quart de comprimé que le médecin imprudent aura prescrit sans poser la question du ronflement conjoint qui va être la cause de l'infarctus dans les 5 ans ou de la démence dans les 10 ans. Alors je ne veux pas vous affoler, mais prendre ce genre de produits sédatifs, c'est tout ce qu'on appelle des produits GABAergiques. Les barbituriques, l'alcool, le chloral, les benzodiazépines, tout ça c'est des GABAergiques qui sont mis au relaxement, donc ça relâche la langue, et quand on aspire, on avale la langue, et ça s'appelle une apnée du sommeil. Et bien, tous ces produits donc, sont extrêmement aggravatrices du syndrome d'apnée du sommeil, et il faut y faire très attention. Et donc, si vous avez quelqu'un qui dort auprès de vous, donc pas madame, et si vous avez quelqu'un qui dort auprès de vous, écoutez-le, et demandez-lui ou elle qui vous écoute, parce que s'il y a des ronflements, parce qu'on peut près tous ronfleurs, quand je dis ronflement, c'est du lourd. Hein. Le premier patient apnéique que j'ai vu à Lyon, c'était un gros avocat, dans tous les sens du terme, qui était venu suite à une pétition amicale des voisins, alors qu'il vivait dans une villa, avec un grand jardin. C'était en été, les fenêtres étaient ouvertes, mais ça me donne une idée, puisque de plus en plus, maintenant, les ORL parlent des acouphènes et des hypoacousies chez le conjoint. Parce que le ronflement, pause respiratoire et la reprise supplicatoire bruyante qui fait trembler les murs. Si vous avez ces symptômes-là, il faut absolument en parler, il faut absolument enregistrer, parce que ça rigole. Et on sait que non seulement ça entraîne une fatigue, une somnolence nocturne et des accidents de voiture, mais aussi énormément de complications cardiologiques, neurologiques et psychiatriques
puisque c'est à l'origine d'un grand nombre de dépressions et surtout de résistance au traitement antidépresseur. On ne peut pas traiter une dépression, un trouble bipolaire, si les apnées ne sont pas maîtrisées. Et pour une raison qui m'échappe encore un peu, j'ai enregistré tous les patients bipolaires d'un établissement dont j'avais la charge, et j'ai trouvé 60% d'apnéiques chez les bipolaires. Et j'ai toujours en tête ce jeune homme de 30 ans, plutôt mince, pas très fatigué. Sa femme me disait qu'il gonflait un petit peu, mais pas beaucoup, à côté de tout le monde. Il avait quand même un index d'apnée à 25, ça veut dire 25 apnées de plus de 10 secondes par an de sommeil. Il était jeune, il était mince, il était en pleine forme, bipolaire, mais il y a une espèce de comorbidité entre le trouble bipolaire et le syndrome d'apnée du sommeil qui reste à élucider, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas on le constate. Donc pensez au syndrome d'apnée du sommeil, si vous êtes ronfleur, il ne faut vraiment pas prendre de produits GABAergiques. Donc pas d'alcool le soir, pas de benzodiazépine le soir. Donc risque cardiovasculaire, je vous en ai parlé, la suivante. Les personnes âgées ou même moins âgées qui prennent une benzodiazépine se lèvent pour des raisons, on va dire, urinaires ou de soif la nuit. Comme elles sont au moment de l'absorption, elles ont une hypotension orthostatique, un vertige, elles tombent, elles se font un col de fémur, elles sont c'est le début de la fin. Accident de la circulation, ça a été beaucoup décrit par mon élève et interne Pierre Philippe, qui est professeur maintenant dans le domaine du sommeil à Bordeaux et qui a beaucoup communiqué sur l'accidentologie liée aux médicaments et évidemment aux apnées du sommeil, puisque c'est une maladie qui donne une somnolence, les gens s'endorment sans le savoir. On sait aussi que les anxiolytiques favorisent la dépression, parce qu'en fait, ça freine le système et s'oppose à l'action des antidépresseurs. Donc, contrairement à ce qu'ont dit nos maîtres, ceux de la génération d'avant nous, c'est pas une bonne idée d'associer les anxiolytiques aux antidépresseurs, parce que les antidépresseurs marchent moins bien. On ne donne d'antidépresseurs qu'aux dépressions sévères, suicidaires. On sait que ça ne marche pas dans les dépressions modérées et légères. Et que ce qui marche, c'est effectivement les techniques physiques, le sport, la resynchronisation, lever les gens plus tôt, éventuellement des thérapies cognitives et comportementales, et surtout pas la psychanalyse, dont on sait qu'elle aggrave la dépression. Alors, c'est la psychanalyse qui m'a expliqué, la psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien, et d'autant plus de mal qu'on va mal. Donc en fait, c'est une excellente, c'est probablement la meilleure méthode de développement personnel, pour faire le plus beau des voyages à l'intérieur de soi, et c'est pas un soin. Au contraire, c'est plutôt une aggravation. Le seul domaine où la psychanalyse a démontré une utilité, c'est dans ce qu'on appelle les troubles du caractère chez des gens qu'on appelle l'état limite, qui sont abandonniques. Parce qu'effectivement, quand vous voyez en finance pendant 3 ans ou 10 ans, 3 fois par semaine la même personne, bah forcément, si vous êtes abandonnique, ça ne peut que vous faire du bien. Mais de toute manière, le fait de demander aux gens de parler de leur passé, ça va dans le sens de la dépression. Puisqu'un déprimé, c'est quelqu'un qui ne parle jamais au futur, presque jamais au présent, qui parle tout le temps à l'imparfait, au passé simple, au passé composé. Alors qu'un anxieux, il va parler au futur. Quelqu'un qui va bien parle au présent. Donc faites attention à votre grammaire, à la vie. Bon, j'imagine que quand même le sujet qui vous intéresse le plus, c'est l'insomnie. Je ne reviendrai pas sur l'épidémiologie, puisque mon ami Olivier Dubois a largement parlé de l'insomnie. En gros, on sait que 30 à 50% des personnes se plaignent de mal dormir et que c'est corrélé à l'âge. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus notre sommeil prend des rythmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à quoi ça sert. Pourquoi les personnes âgées dorment-elles mal? Et ça, l'information vient d'une étude qui a été faite par des anthropologues en Tanzanie auprès d'une ethnie, une des rares qui reste sur la planète, qui vit sans électricité. Ces gens n'ont pas d'électricité, dorment par terre, et les anthropologues ont étudié leur sommeil. Ils ont vu que les enfants dorment bien, qu'ils grandissent, c'est l'avenir de la tribu. Les femmes dorment bien, parce qu'elles ont du travail, qu'elles ont des bébés, qu'elles allaitent, c'est l'avenir aussi de la tribu. Les hommes adultes dorment bien parce que il faut qu'ils gardent les vaches, il faut qu'ils protègent les troupeaux des lions. Les malades, il faut qu'ils dorment bien parce qu'il faut qu'ils guérissent. En revanche, quand vous êtes âgé, vous ne pouvez plus tellement garder les vaches, vous ne pouvez plus tellement chasser les lions, eh bien vous avez un boulot, c'est sentinelle. Et donc les personnes âgées ne dorment pas pour protéger leur clan. Et donc quand maintenant une personne âgée vient me trouver en me disant «
Je dors pas, mais je dis ça montre au moins que vous êtes altruiste et que vous faites leur boulot, personne votre boulot, personne n'a fait. Donc vous veillez sur les autres. Ça les fait rire, en même temps ça leur fait du bien, parce que c'est profondément vrai. C'est pas pour rien qu'on ne dort pas bien quand on est âgé, outre les processus normaux de vieillissement. Donc c'est fréquent, le diagnostic n'est pas souvent fait et les causes sont multiples. La première cause, que je demande toujours à mes patients, c'est thé, café, chocolat, coca, Red Bull. Thé, café, chocolat, coca, Red Bull. N'oubliez pas, bon, le café on sait qu'il y a de la caféine, le thé on sait moins qu'il y a de la caféine, de la théine et de la théobromine. Le chocolat, il y a de la caféine et des paramphétamines. Le Red Bull, c'est un concentré de café. Et le coca, c'est également bourré de, enfin coca, Pepsi, tout ça, toutes ces boissons dites énergisantes sont bourrées de caféine. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que le café est très peu soluble dans l'eau. Donc, si vous mettez de la poudre, plus il passera de l'eau, plus il y aura de caféine qui sera entraînée. Donc un tout petit ristretto italien a très peu de caféine, il n'est pas fort, même si en goût il est fort, alors qu'un gros meuil dégueulasse américain, 20 millilitres, il est bourré de caféine, il vous empêchera de dormir. Le thé, c'est un peu le contraire, à savoir que si le thé est très faible, c'est-à-dire à peine infusé, il contiendra beaucoup de produits excitants. Si vous le laissez très longuement infusé, très foncé, avec beaucoup de goût, il y a un effet tisane de tous ces parfums qui va un peu s'opposer aux aspects excitants du thé. Il faut savoir aussi que le pic d'activité de la caféine, c'est 6-8 heures après la prise, et même quand on a un certain âge, une soixantaine d'années, ça peut aller jusqu'à 12 heures. Et donc je raconte souvent ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Moi je suis un sujet du matin, donc j'ai jamais de problème d'endormissement. Si je suis un peu trop stimulé, je vais me réveiller trop tôt le matin, 4h30, c'est trop tôt pour moi, heureusement c'est rare, mais jamais j'ai de soucis pour m'endormir. Puis j'avais remarqué que depuis quelque temps, je devais métaboliser moins vite mon café et que si je prenais un café après déjeuner, à 13-14 heures, je n'arrivais plus à m'endormir. Je me demandais quand même si ce n'était pas un effet nocebo, si ce n'était pas un pur fantasme. Mais comme j'ai une épouse adorable, le dimanche, à midi, elle me prépare mon déca. Et il y a quelques dimanches, à 1h du matin, je sautais en l'air, du coup elle ne dormait pas, et j'entends à 1h30 qui dit non, mon Dieu, je crois que j'ai inversé les tasses. En fait, c'était donc pas, c'était un vrai effet pharmacologique puisque j'étais en aveugle. Je participais à une étude sans savoir. Donc méfiez-vous, c'est quand même le café, puisque globalement vous êtes tous pratiquement des adolescents dans la salle, eh bien c'est vers 16-17 heures que le café va vous réveiller au milieu de la nuit. Alors que beaucoup de personnes n'arrivent à s'endormir que si elles prennent un café au coucher, parce qu'en fait le pic d'activité il va se produire au réveil. Donc c'est pas forcément une mauvaise stratégie de faire ça, même si ça peut un peu hacher le sommeil malgré tout, et même si on ne s'en aperçoit pas. Donc il y a des tas de façons de dormir sans médicaments, mais la première évidemment c'est de se sevrer. De se sevrer des somnifères, c'est pas forcément facile, et en général, mon protocole, bon, il y a des tas de protocoles, on a parlé des heures ensemble, pour moi c'est supprimer un cap comprimé toutes les 3 semaines. Parfois, on prend plusieurs médicaments. À ce moment-là, il faut tout enlever brutalement et tout le remplacer par, là non plus, je ne peux pas vous le dire, donc ça dépend, c'est-à-dire Serestat, en prenant une dose suffisante pour dormir, parce que le Serestat, c'est le seul pratiquement qui n'est pas de métabolique actif. Parce qu'en fait, quand vous prenez un Tranxène ou un Temesta ou un Exomil, en fait, ils se transforment les uns dans les autres. Et quand vous prenez du Temesta, quand vous prenez du Temesta, vous prenez de l'Exomil, du Tranxène et du Serestat. Le Serestat est dans vos chaînes. Alors que quand vous prenez du Serestat, vous prenez que du Serestat. Donc c'est important de savoir ça. Si vous prenez du Tranxène, 72 heures la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié est éliminée, 15 jours pour tout éliminer. Vous prenez maintenant 10 mg de Tranxène, dans 15 jours, vous n'en aurez plus, mais dans 72 heures, vous en aurez encore 5 mg dans le sang. Et donc, je vous donne 15 jours de Tranxène aujourd'hui, vous allez vous sentir mal dans 15 jours, ça ne sera pas évident de faire le lien entre ce comprimé aujourd'hui et que dans 15 jours, vous aurez des symptômes d'élimination. Il faut connaître tous ces paramètres, la durée de vie des médicaments dans le corps, et est-ce qu'ils ont des métabolites actifs ou non. En fait, il y en a qu'un qui est un peu moins que les autres, c'est le Serestat pour ça, ou l'Inovan pour les somnifères, mais
si on en prend, on s'en sert pour se sevrer, mais il ne faut pas initier les gens en traitement. Ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas démarré les gens en traitement. J'ai la prétention de voir les insomniaques les plus graves de France et de Navarre. Ça fait 15 ans que je n'ai pas prescrit ce genre de produit et je pense qu'il dort correctement. Donc on réduit de 1 quart comprimé tous les 15 jours. Quand on n'arrive plus qu'à 1 quart, docteur, c'est sûrement pas un effet placebo, parce que l'autre soir, c'était 2 h du matin, impossible de m'endormir. J'ai allumé, j'ai vu, j'avais oublié mon quart comprimé sur table de nuit. Ce qui me démontre rien, en fait, parce qu'on peut se dire que peut-être quelque part, la personne savait qu'elle n'avait pas pris, donc ça l'a préoccupée, elle ne pouvait pas s'endormir parce qu'elle savait, peut-être plus ou moins inconsciemment, qu'elle n'avait pas pris son produit. Donc à ce moment-là, il y a 2 méthodes, soit la méthode lime-à-ondes, c'est-à-dire tous les soirs un coup de lime, 2 coups de lime, 3 coups de lime jusqu'à ce qu'il y ait à peine de poudre et ça suffit. Ou alors une méthode que j'ai inventée, qui est une méthode d'utilisation du placebo. Donc quand une personne n'a plus qu'un quart ou un demi comprimé, c'est quasiment homéopathique, mais qu'elle n'arrive pas à l'arrêter, eh bien je prends ma plus belle plume et je prescris 30 gélules, bleues pour les garçons, roses pour les filles, préparation magistrale. C'est-à-dire que le pharmacien est tenu de délivrer les gélules vides. Mon insomniaque qui veut se sevrer va chez le pharmacien, rapporte ses gélules vides, les ouvre toutes, les remplit toutes avec du sucre en poudre. Et dans 20 gélules, il va mettre 1 quart de comprimé, on va dire l'Imovan au hasard. Et dans 10, il n'y a rien à mettre. Il a tout mélangé. Et tous les soirs, il avale sa gélule sans savoir s'il est sous placebo ou sous Imovan. Et puis le mois suivant, 15-15, puis 10-20, puis 5-25, puis 4-26, puis 1-29. Et j'ai un médecin comme ça, que j'ai sevré, qui pendant 2 ans prenait 1 quart comprimé par mois de Limovan. Il disait, je sais que c'est idiot, mais ça me fait du bien de savoir qu'une fois par mois, j'ai 1 quart comprimé de Limovan, puis au bout de 2 ans, il a laissé tomber. Méthode encore plus raffinée, que j'aime beaucoup utiliser. Pardon, la farine, on met ce qu'on veut. Il faut obligé de mettre du sucre. Mais n'importe quoi, c'est juste pour que ça fasse pas gling-gling. On peut mettre du lactose, qui est plus neutre. Bon, ça peut être une préparation magistrale de gélules avec du lactose. Le pharmacien doit donner, qui est neutre. Sur mon poudre, c'est beaucoup plus simple. Autre méthode, pareil, et ces produits prescrits, mais ne les mélange pas. Et les met dans une armoire en 2 tas différents que le conjoint fait remarquer. La même personne prend un chapeau et fait 30 papiers. 20 papiers marqués S comme somnifère et 10 marqués P comme placebo. Et le conjoint, tous les soirs, tire au sort. Tiens, ce soir, c'est du placebo. Discrètement, il va chercher le placebo, il met sur la table de nuit et il note ce qu'il a donné. Et la personne, le lendemain matin, fait un pari. Ah, je n'ai pas fermé l'œil, j'ai eu le placebo. Ah, j'ai bien dormi, j'ai eu mon produit actif. Et à la fin du mois, eh bien, les 2 conjoints, main dans la main, il faut des gens qui s'entendent bien, qui ne soient pas moqueurs, qui ne soient pas méprisants, viennent me voir, chacun avec sa liste, ce qui a été donné et ce qui a été supputé. Et bien, je peux vous dire, c'est exactement comme l'oncle Ben, ça ne colle jamais. Je n'ai jamais vu de liste qui soit corroborée. En d'autres termes, alors moi je les laisse parler, là, il y a des discussions savoureuses, mais c'est incroyable, la nuit du 2 au 3 décembre, j'ai pas fermé l'œil et pourtant j'ai eu mon somnifère. Oui, mais chérie, rappelle-toi, c'est le soir où maman débarquait, elle dit je reste une semaine. Et quand les gens réalisent que l'insomnie est plus liée aux tragédies domestiques qu'à l'insomnie ou au somnifère, en fait c'est gagné, les gens peuvent arrêter, il n'y a plus de problème, le somnifère est réussi. Donc c'est un des rares cas où on peut utiliser le placebo pur sans mentir. C'est la personne qui le fabrique et qui s'est elle-même mise en aveugle. Donc une fois que les personnes sont sevrées, avec l'aide aussi d'autres produits que je vais vous indiquer, il y a l'hygiène des rythmes. Avant de faire l'hygiène des rythmes, on contrôle des paramètres importants qui sont le bruit, dormir au bord de la mer, dormir au bord d'une cascade, c'est pas le problème. Au contraire, ça berce. La mer, il y a un côté très berçant, c'est la symbolique de l'eau, l'utérus et toutes ces choses-là. N'oublions pas que quand on était dans le ventre de mon maman, on passait beaucoup de temps à dormir et à rêver. Parce qu'on a passé à peu près les 2/3 de notre vie fétale à rêver. À rêver, parce qu'on a des tas de stimuli sensoriels, visuels, gustatifs, auditifs, quand on est in utero. Et on doit probablement rêver. Et si vous ne me croyez pas à propos des stimuli gustatifs quand on est dans le ventre de notre maman,
je vous renverrai à l'étude de Cyrulnik que j'aime beaucoup. Il a pris des nouveau-nés parisiens et des nouveau-nés marseillais. Et le jour de leur naissance, il a posé sur leur langue une goutte d'aïoli. Vous voyez les petits Marseillais comme ça, qui étaient habitués à aimer l'aïoli, puis d'autres qui détestaient ça, qui étaient des petits Parisiens. Donc on voit qu'on est les bébés dont les parents aiment les Beatles, vont sourire avec Yesterday. Ceux qui écoutaient la petite musique de nuit vont être ravis quand ils vont entendre Mozart. Et ça, c'est vraiment in utero pour sa pièce. Donc on rêve quand on est dans le ventre de sa maman. Et c'est une des raisons pour lesquelles la balnéo et tout ce qui est cure thermale est si efficace en matière de sommeil et de stress. Donc le bruit on le contrôle, et même si la personne vous dit si je me suis habitué, je n'ai pas de problème, d'accord, je suis à côté d'un aéroport, ça décolle toutes les 3 minutes, mais j'ai aucun problème de sommeil. C'est peut-être vrai sur la partie consciente de sommeil, mais on ne s'habitue jamais sur le plan cardiovasculaire. Et on sait que les personnes qui dorment dans un bruit discontinu, par exemple dans un immeuble bruyant, ont 1 à 2 points de tension de plus que ceux qui dorment dans un immeuble calme. Et que simplement en isolant les chambres à coucher ou en mettant des bouchons aux oreilles, eh bien, on peut gagner 1 ou 2 points de tension. Ça ne peut pas toujours suffire, mais ça peut améliorer les hypertensions modérées si on dort dans un environnement bruyant discontinu. La lumière, ça c'est un grand sujet. Il y a des gens qui veulent absolument dormir avec un petit peu de lumière. Il y a des enfants qui veulent une veilleuse. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut pas de lumière blanche ou bleue. C'est complètement toxique, d'une part pour la rétine. Les pédiatres donnent des alertes sur des risques augmentés de myopie chez les bébés qui dorment avec une veilleuse. Et si l'enfant est vraiment craintif, il y a peur du noir absolu, une veilleuse faible et rouge. Le rouge fait dormir, le bleu réveille. Et du coup, ça m'amène à une chose essentielle, et s'il y a des parents et des grands-parents d'enfants et d'adolescents, il faut bannir toute source de lumière bleue, c'est-à-dire tout écran, c'est-à-dire les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les liseuses rétroéclairées. On peut tolérer que la télévision qui est à plus de 2 mètres et qui n'est pas très rayonnante. Et tout le reste doit être banni, et vous devez imposer un couvre-feu électronique après dîner. Et évidemment, c'est la guerre. Je parle de couvre-feu, c'est la guerre. Et moi, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de profiter de la vénalité de tous les enfants et de tous les adolescents, c'est-à-dire que tous les mois, vous payez. Ça peut être moi, j'ai un petit-fils, on l'a payé en chevaux. Je sais que l'adolescence, ça peut être une plus belle récompense, mais dans une famille qui fonctionne, il y a un panier devant les chambres, et les parents, comme les enfants, doivent déposer après dîner tous les appareils. J'ai une auditrice il n'y a pas longtemps qui a écouté un truc génial. Elle a acheté un chargeur collectif. Et toute la famille, tous les soirs, branche son appareil, sa tablette, son téléphone, jusqu'au lendemain, et a priori ça se passe bien. La lumière bleue bloque la mélatonine que tous les soirs nous fabriquons lorsque nous sommes dans la pénombre. Par exemple, là, on est dans une certaine pénombre et on a tous commencé à faire la mélatonine, qui n'est pas l'hormone de sommeil, mais c'est l'hormone de la nuit qui informe notre cerveau qu'il va bientôt falloir dormir. Et dormir sans mélatonine, c'est quand même avoir un sommeil soit nul, soit en tout cas de très mauvaise qualité. Donc pas de lumière bleue le soir. Et pas de stress, ce qui veut dire que le soir, on essaye si on est insomniaque, on n'y a pas trop de films d'épouvante. Si on démarre une scène de ménage, on la reporte au dimanche midi. La scène de ménage n'est pas une bonne idée pour dormir, sauf si on se réconcilie sur l'oreiller, mais quelqu'un ça fait ronfler. Le plus important, c'est ce qu'on appelle l'hygiène des rythmes. Donc il faut que vous sachiez que le sommeil profond, donc l'hormone de croissance, ne peut se produire qu'en cas de température centrale descendante. Et que la pêche, la forme, la banane, le PEPS, si on est un peu âgé, eh bien c'est quand la température centrale monte. Parce qu'on a un thermostat dans le cerveau, ça s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui fait que même si vous êtes allongé sans bouger dans une température climatisée, eh bien votre température montera le jour et descendra la nuit. C'est comme ça. Et pour bien se porter, ne pas être déprimé, ne pas être insomniaque, il faut en moyenne 1,4 degrés Celsius de différence entre le maximum
diurne et le minimum nocturne. En d'autres termes, tout ce qui réchauffe le matin, c'est bon. Tout ce qui refroidit le soir, c'est bon. Alors comment on va décliner ça? Eh bien, debout tous les jours à la même heure. Donc je prends comme référence, essayez de vous rappeler quand tout allait bien, vous ne saviez pas ce que c'était que l'insomnie ou la dépression, les pêches d'enfer, à quelle heure vous endormiez, à quelle heure vous vous réveillez. 23h, 7h. Très bien, mais à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, vous vous réveillez à 6h30. Alors évidemment, ils ne sont pas contents les gens parce que je crée une dette de sommeil. Et pourquoi je crée une dette de sommeil? Parce qu'au bout d'un moment, l'organisme la paye. L'insomnie d'endormissement se traite le matin, en se levant plus tôt. Parce que c'est comme les anorexiques, souvent les empêchent de manger, comme ça vous n'avez pas faim, finalement je risque de vous enterrer. Donc les insomniaques vont me réveiller un peu plus tôt, et j'ai toujours la même phrase, en 15 jours vous allez me maudire, et ensuite vous allez me bénir jusqu'au restant de vos jours. Donc je suis très rigide sur l'heure de lever, et si quelqu'un par exemple est sorti de l'établissement et revient lundi matin en disant ah, je suis pas bien ce matin, j'ai mal dormi, quelle heure vous êtes couché et levé samedi soir, dimanche matin, et dimanche soir, oh bah, c'était le week-end, j'ai un peu dérivé, ben, c'est bien fait, et recommencez pas. Donc on voit que le fait de faire des grasses matinées entraîne ce qu'on appelle un retard de phase, et l'INSEE a montré que le lundi matin, surtout après un pont et surtout après les vacances, il y a une augmentation du taux d'accident de voiture, d'infarctus du myocarde et de suicide. Le retard de phase est quelque chose de dangereux. Excusez-moi. Si par exemple, comme vous dites, on fait voilà une occasion, on sort pour je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, combien on met de temps à reprendre son rythme? Combien le corps met de temps à reprendre son rythme si le lundi matin on... Si c'est une fête, il n'y a pas de problème, mais si on est du matin, on se lève à la même heure. Moi, par exemple, je vais bientôt réveillonner comme tout le monde. Je vais me coucher peut-être à 1h du matin, à 5h30, je serai beau. Quitte à faire des micro-siestes de moins de 20 minutes et à me coucher un peu plus tôt le lendemain soir. Si on est du soir, il n'y a pas de problème avec les perspectives. Donc, tout le monde est différent. En revanche, pour répondre à votre question, si vous avez un décalage horaire, vous allez en Chine, aux États-Unis, en moyenne, il faut 18 jours pour s'adapter à l'horaire du pays accueilli. C'est pour ça que c'est si fatigant de faire un séjour de 2-3 semaines aux États-Unis ou en Chine, parce que l'organisme fait l'effort métabolique pour s'adapter, et après il est inadapté, par pour revenir, il faut qu'il recommence son effort métabolique. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un aller-retour Lyon-San Francisco en 72 heures, je n'étais pas fatigué. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de changer de rythme. Et bon, je passais beaucoup de temps dans l'avion. Les équipages de France, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font des voyages. Ils vont dans des hôtels internationaux où ils sont réveillés et dorment comme s'ils étaient toujours en France. Et c'est pour ça qu'en matière de travail posté, les rotations, soit elles sont très longues, sur 3 mois, soit elles sont au contraire ultra rapides. Mais surtout pas sur des rythmes de 15 jours. C'est ce qui peut y avoir de plus désastreux en matière de santé. Donc, on se lève toujours à la même heure, on mange une pomme, on fait de la gym, des pompes pour les garçons, des abdos pour les filles, une douche aussi chaude et aussi prolongée que possible, je supportais, une lumière blanche brillante. Bon, si on est à Briançon, on va dehors, si on est à Saintes, on est chez les Blancs. Je ne vais pas être désagréable avec vous, malheureusement. Pas de sieste supérieure à 20 minutes. Moins de 20 minutes, vous améliorez le sommeil de la nuit suivante. Plus de 20 minutes, vous attaquez le capital sommeil de la nuit suivante. Donc c'est vraiment très important. Pas de sieste supérieure à 20 minutes. Vous pouvez taper sur Internet Salvador Dali micro-sieste, vous verrez un texte délicieux. Prenez une clé très lourde de fabrication espagnole, mettez-vous sur un bon fauteuil espagnol, mettez une assiette par terre, vous endormez, vous lâchez la clé et ça suffit. Et c'est vrai. Moi, il m'est arrivé, quand j'étais fonctionnaire, de faire des micro-siestes. J'avais le temps à l'époque. Je m'endormais le temps des résumés des infos. 2-3 minutes. Ça me suffisait largement pour repartir toute la journée. Au lit, c'est quand on a bien sommeil, donc on ne peut pas imposer une heure d'endormissement. Parce que si je vous dis, écoutez monsieur, ce soir, je vous ordonne de vous endormir à 23h27.
Bien sûr, c'est normal, c'est un psychiatre. Mais si je vous dis demain matin, je vous ordonne de vous lever à 7h02, vous achetez un réveil, et vous pouvez m'obéir. Donc je peux imposer une heure de réveil, je ne peux pas imposer une heure d'endormissement. Donc l'heure de réveil, c'est l'axe sur lequel on va organiser tous les rythmes. L'heure de sommeil, c'est quand on a très sommeil. On ne va pas au lit pour récupérer si on n'a pas très sommeil. Au dîner, je vous ai dit, j'ai une chaire à Pékin, et donc en Chine, tout le monde connaît le dicton. Le matin, tu manges comme un prince, à midi comme un marchand, le soir comme un mendiant. Moins vous mangerez le soir, mieux vous vous porterez, et plus le temps de jeûne nocturne sera prolongé, mieux ça sera. Donc si vous dînez tôt, c'est facile en province, compliqué à Paris, le snobisme parisien, et plus le petit déjeuner tard, et bien mieux ça vaut. N'oubliez pas le mot déjeuner, c'est couper le jeûne. Breakfast, fast en anglais ça veut dire jeûner. Le petit déjeuner c'est fait pour rompre le jeûne, et plus il est long, mieux ça vaut, et moins vous mangerez le soir, mieux ça vaudra. Je ne parle pas des diabétiques, je ne parle pas des personnes âgées pour lesquelles la question peut être différente s'il n'y a pas assez de masse musculaire et que les gens risquent d'être réveillés la nuit par des malaises et l'hypoglycémie. Un bain tiède relaxant sans se sécher trop vite. On abaisse la température centrale. Il y a même des patients qui mettent des branches de tilleul dans leur baignoire, elles infusent avec le tilleul. Et enfin, tous les rituels de coucher et les tisanes sèches. Parce qu'à partir d'un certain âge, la vessie diminue, la prostate grossit, et c'est mieux de ne pas trop charger le système urinaire avec trop de liquide. Une sèche, je vais vous en parler. Première prescription, après les méthodes de psychothérapie, parce que j'oubliais de parler des méthodes psychothérapiques, à savoir que beaucoup de personnes ne dorment pas parce qu'elles veulent dormir. C'est le désir de dormir qui empêche de dormir. La preuve, vous êtes devant la télé, vous avez un film passionnant, paf, vous endormez. Vite, vous allez au lit pour dormir, et là, vous ne dormez plus. Quand vous luttez contre le sommeil, vous dormez. Quand vous voulez dormir, vous dormez plus. Il y a une démonstration expérimentale que j'adore qui a été faite. On a pris une quinzaine d'excellents dormeurs. Les gens ne savaient pas ce que c'était que l'insomnie. On les a recrutés, on leur a mis des électrodes, on les a mis dans un dortoir, et au moment d'éteindre la lumière, 50 000 € au premier qui s'endort. Il n'y a pas un qui a fermé la lumière. Le désir de dormir était tellement fort, que l'excitation était tellement forte, qu'il n'a pas pu dormir. Et très souvent, j'ai des patients qui me disent ah, ça fait des années que je n'ai pas fermé l'œil, ma vie est un enfer, c'est un calvaire. Un jour, on a marché, je vais voir, vous voulez juste nous enregistrer, vérifier ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a de l'insomnie due aux apnées, au mouvement des membres inférieurs, à un Parkinson qui arrive, à un Alzheimer qui arrive. Enfin, il y a des tas de causes à l'insomnie. Donc, je vais vous enregistrer. La personne se dit oula, il veut m'enregistrer, c'est donc qu'il ne me croit pas, qu'il veut vérifier si je dors ou pas. Je vais lui montrer. Et le lendemain matin, ça ne loupe jamais, c'est affreux, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dormi comme un bébé. Enfin, pas comme un bébé, parce que ça dort très mal, les bébés. Mais j'ai très bien dormi. Et en fait, ça leur permet de comprendre que c'est le fait de lutter contre le sommeil qui leur a permis de dormir, et que quand elles veulent dormir, elles ne peuvent pas dormir. Et donc, il y a des techniques psychothérapiques, de thérapie cognitive et comportementale, on apprend aux gens à lutter contre le sommeil pour dormir. Donc, on est en plein paradoxe, mais ça fonctionne comme ça. Une fois qu'on a compris tout ça, on a compris qu'il ne faut pas se fixer sur l'envie de dormir, qu'il faut utiliser des distracteurs. Le plus classique, c'est ce qu'on appelle le body scan. C'est-à-dire que vous vous mettez au lit, dans le noir, fermez les yeux, vous faites 5 contractions musculaires, 5 relâchements, alternativement. Ensuite, vous faites une respiration type cohérence cardiaque. Vous comptez jusqu'à 6, maintenez l'air dans les poumons, mais pas avec la glotte. Comptez jusqu'à 6, vous expirez en comptant jusqu'à 8 et vous recommencez. Et ça, donc, c'est des techniques de relaxation par cohérence cardiaque qui marchent bien. Et enfin, vous attaquez le body scan, c'est-à-dire que vous visualisez très précisément l'extrémité de votre gros orteil droit. Et vous remontez centimètre par centimètre. En général, la mi-cuisse, vous dormez. Ça fonctionne très bien. Je dis souvent que des fois j'aime bien la jouer sexiste. Il faut un truc qui soit plaisant, qui distrait de l'envie de dormir et qui n'énerve pas. Il ne faut jamais compter les moutons parce qu'au bout d'un moment on se trompe, ça énerve, il faut commencer. En revanche, si je demande à mes insomniaques lyonnais d'énumérer les joueurs de l'OL,
Et puis ensuite, toutes les victoires, ou si on veut que ça dure, toutes les défaites. Ça marche. Et puis les filles, je leur dis, bah, écoutez, vous allez à Lyon-Rue Herriot, je ne sais pas quelle est la bonne rue à Saintes, et puis vous allez énumérer toutes les boutiques de fringues avec ce qu'il y a dans chaque boutique, les prix de chaque vêtement. Et en général, ça marche tout à fait bien, parce que ça éloigne les pensées du sommeil. Au point de vue prise de comprimés, la mélatonine sans modération. On doit prendre autant de mélatonine qu'on veut, c'est un complément alimentaire. Et toutes les alertes qui ont été lancées par Prescrire, par 60 millions de consommateurs, par l'Agence nationale de sécurité alimentaire, montrent l'incompétence et même le ridicule de ces gens, qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait une conférence de consensus mondiale en novembre dernier à Marseille, et l'Agence de sécurité alimentaire a dit « Ah, on a trouvé 70 effets secondaires, 1,5 million quand même de prescriptions par an. 70 effets secondaires, grave. Il y a eu quelques vertiges, il y a eu quelques fatigues, il y a eu un peu d'énervement, il y a eu la fatigue. Et puis le plus embêtant, c'est augmentation de la libido. Je vous jure, je vais prendre le texte, c'est un des comme un autre. Tout le monde n'était pas effondré pour ça, mais c'était décrit. En fait, c'est pas dangereux. Et ce qu'on prescrit en général, c'est entre 0,5 et 6 mg. Mais moi, j'ai une étude hollandaise qui commence à dater, où 5000 femmes pendant 5 ans ont reçu 75 mg par jour. À l'époque, on pensait que c'était un contraceptif. Ça n'a pas très bien marché comme contraceptif. En revanche, pas d'effet secondaire. Et là, sur ces 5000 femmes, ils ont tiré au sort 400 femmes qui ont pris 300 mg par jour. Sans problème. N'oubliez pas non plus que la mélatonine, c'est le plus puissant de tous les antioxydants connus, ce qui veut dire que c'est un produit anti-âge, et ce qui veut dire que les cancérologues commencent à s'en emparer, il y a de plus en plus d'études sur la mélatonine en tant que lutte contre le cancer. Donc on peut y aller, on fait un petit peu attention si on prend des anticoagulants ou des produits pour le sida, ce qu'on appelle des suppresseurs immunitaires. Mais globalement, donc, c'est des produits qui sont très bien tolérés. Il y a plusieurs types de mélatonine. Il y a une mélatonine qui est à libération prolongée, donc qui couvre toute la nuit pour les personnes qui ont un sommeil haché. Donc quelqu'un qui parlait tout à l'heure du fait qu'elle se réveillait à 3 heures du matin. Certes, c'est l'heure du foie pour les Chinois, mais en même temps, on sait qu'on peut aider les gens en leur donnant de la mélatonine en retard. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y a soit un comprimé qui est sur prescription, non remboursé et assez cher, et puis d'autres qui sont des compléments alimentaires, comme, là encore je ne vais pas vous donner le nom, mais c'est le Chronobian LP 1,9, qui permet, Chronobian LP 1,9, qui permet de couvrir la nuit. Si c'est juste un problème de phase, c'est-à-dire vous endormez pas à l'heure où vous avez, avec un décalage horaire, où vous travaillez de nuit en 3-8, 0,5 à 1 mg de mélatonine simple au coucher, ça suffit, sachant que la mélatonine, en 20 minutes, de toute façon, elle est détruite. Donc c'est uniquement pour l'endormissement. Et enfin, si on se réveille la nuit, il existe maintenant des sprays sublinguaux, donc de pulvérisation la nuit sous la langue, permet souvent de s'endormir. Deuxièmement, il y a des plantes. Les 3 premières ont démontré leur efficacité par des études contrôlées avec un bon niveau de preuve scientifique. La passiflore a une AMM, une autorisation de mise sur le marché européenne. En Belgique et en Espagne, elle est sur prescription, elle est prise en charge. Bon, en France, de toute façon, on croit qu'à la chimie, donc c'est pas un mal à la vie. Il y a d'autres plantes là qui montrent des allégations, donc il est quand même moins sûr de l'efficacité objective. De plus en plus d'études sortent sur la lavande, soit en huile essentielle, donc toujours un petit peu méfiant, mais quand même, l'odeur de lavande apparemment favorise l'endormissement, et elle a un autre intérêt, c'est que beaucoup de personnes dorment mal quand elles déménagent, quand elles vont à l'hôtel, quand elles voyagent. Et le fait de se conditionner à dormir avec une odeur de lavande fait que si on dort avec de la lavande en Chine ou aux États-Unis, on a l'impression inconsciemment qu'on est à la maison. C'est profondément rassurant. Donc emporter son odeur de chez soi avec soi est toujours une bonne idée, puisque l'olfaction est de loin le plus puissant de tous nos sens. Enfin, donc les méthodes que j'appelle high take. J'ai oublié de mettre l'aube artificielle qui est importante. Donc le matin,
mauvais taux, qui, 1 heure avant le réveil, informe notre cerveau qu'il va falloir que le mec il s'y mette et qui sécrète du cortisol, de la noradrénaline, qui sont des hormones de mise en forme dès le réveil, pour éviter de se lever du pied gauche. Donc c'est un système qu'on trouve à Nature et Découverte, qui coûte 3 francs 6 sous, et donc 1 heure avant le réveil, il y a une faible lueur qui passe à travers les paupières closes, et qui informe le cerveau que ça va vite. Dans 1 heure est l'heure de se lever, et quand c'est l'heure de se lever, il y a une grosse lumière qui arrive avec des chants d'oiseaux, et ça fonctionne tout ça bien. Aube artificielle, aurore artificielle, si vous préférez. Parce qu'en fait, quand on a été construit sous Cro-Magnon, c'était pas vraiment prévu que clic lumière, clic nuit. Alors rappelez-vous les visiteurs, jour, nuit, clic, clac, jacouille, la clic. On n'a pas été construit comme ça, on a été construit pour avoir un soleil, qui se lève progressivement et qui se couche progressivement. Et en fait, c'est juste l'idée de... Alors, le crépuscule artificiel, à mon avis, ne marche pas très bien. En revanche, l'aube artificielle marche plutôt bien. La seule limite, c'est qu'il faut dormir, tourner du côté de la table de nuit. Autrement, il y a d'autres systèmes dont on pourra parler, dont le PSIO, qui est quelque chose qui est un distracteur puissant. Ça coûte relativement cher, mais ça permet en fait, encore une fois, de penser à autre chose. Parmi tous les programmes du PSIO, il y en a un que j'aime beaucoup citer, que j'ai utilisé pour me resynchroniser quand je reviens de Chine. C'est que bon, vous avez des lumières très particulières, des moirures bien étudiées pour le sommeil, des exercices de relaxation, et puis, au bout d'un moment, vous entendrez dans l'oreille droite, parce que vous avez des oreillettes, une voix d'une dame très gentille qui vous raconte une histoire pas très intéressante. Écoutez, ce que vous avez d'autre à faire. Et puis, au bout de 2 minutes, dans l'oreille gauche, il y a une voix de monsieur, avec une voix très gentille, qui vous raconte une autre histoire, pas très intéressante non plus. Donc vous êtes dans une situation où vous avez 2 histoires différentes et désynchronisées. J'ai jamais tenu plus de 30 secondes. Je tirais le rideau. Donc vous voyez qu'il y a énormément de techniques pour dormir naturellement. Évitez de mettre le doigt dans l'engrenage. Si vous avez le doigt dans l'engrenage, sevrez-vous de la manière dont je vous ai dit. Vous pouvez, en même temps que vous sevrez, rajouter de la mélatonine et rajouter des plantes, et vous pourrez dormir normalement. Je vous remercie de votre attention.